Le jeûne intermittent, c'est le fait d'apporter à son organisme ce dont il a besoin sur 8 heures et de le mettre un petit peu en mode repos pendant 16 heures. C'est pas simplement de sauter un repas et de dire j'ai enlevé un repas. Non, ce repas qu'on a enlevé, il faut le réintroduire dans les 8 heures. Mais AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour et bienvenue. Nous avons avec nous ce matin Walid, alias my friend. Kevlar. Comment ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Ouais, j'ai appris plein de trucs là. Vous venez de lancer votre nouvelle formation que j'ai terminée. Ouais. Maigrir grâce au jeûne intermittent en 30 jours. Exactement. Alors je connaissais la rupture du jeûne. Ouais. Mais maintenant, il y a la rupture du jeûne intermittent. Exactement. Alors là ça j'ai dit, tiens, fallait le trouver. C'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes parce que le jeûne intermittent, pour petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jeûner pendant une certaine période de la journée et après de pouvoir manger. Donc il y en a différents. Il y a le 18-6, il y a le 16-8. Et donc on ne va pas manger pendant 16 heures et on va pouvoir remanger sur une plage horaire de 8 heures. Alors il y a d'autres, vous trouverez sur internet, il y a le 5-2, c'est 5 jours d'alimentation libre et 2 jours restreints. Il y a l'OMAD aussi, One Meal a Day, donc c'est un seul repas par jour. En règle générale, quand on précise pas, on dit simplement jeûne intermittent, on parle du 16-8. C'est le 16-8, ouais. Et selon moi, c'est le plus facile à tenir et c'est le plus efficace. Parce que les autres sont assez restrictifs, ça demande beaucoup d'efforts à suivre et c'est pas forcément bien suivi. Donc le 16-8. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Pendant 16 heures? Pendant 16 heures, je ne mange pas, mais j'ai le droit de boire de l'eau ou du café ou du thé. Et pendant 8 heures, je peux manger. Et donc, on peut les répartir un petit peu comme on veut. Par contre, les plus répandus et ceux qui vont être le plus efficaces et les plus faciles aussi à suivre, c'est je jeûne de 20 heures jusqu'à midi. Donc, mon premier repas se fait à midi. Ou bien, je jeûne de minuit jusqu'à 16 heures. Donc, mon premier repas de la journée se fera à 16 heures. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce laps de temps, ça fait un repas en moins, en gros. Ou pas? Un ou deux. Après, j'aime pas dire un repas en moins, parce que souvent les personnes, elles ont tendance à le restreindre, à dire le jeûne intermittent, c'est sauter un repas. Non, c'est pas sauter un repas. Ah, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Non. Ouais. Le jeûne intermittent ne fait pas maigrir en soi, parce que dès qu'on pense jeûne intermittent, on pense perte de poids. C'est pas parce qu'on saute un repas, ou on ne mange pas, ou on jeûne qu'on va maigrir. Non, le jeûne intermittent, c'est le fait de s'alimenter, d'apporter à son organisme ce dont il a besoin sur 8 heures. Et de le mettre un petit peu en mode repos pendant 16 heures. C'est ça le jeûne intermittent. C'est pas simplement de sauter un repas et de dire j'ai enlevé un repas. Non, ce repas qu'on a enlevé, il faut le réintroduire dans les 8 heures. Mais faut pas manger en excès, sinon on va prendre du poids. Et si on est dans la démarche de perdre du poids, dans ce cas-là, on peut créer le fameux déficit calorique sur la planche horaire de 8 heures où on peut manger. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup de gens pensent inconsciemment que le fait de, ne serait-ce que de faire un jeûne intermittent, ça fait perdre du poids. Non, il n'y a rien en soi qui fasse perdre du poids, et on l'a vu aussi durant le mois de Ramadan. Il y a des personnes qui prennent du poids durant le mois de Ramadan, alors que c'est plus qu'un jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une question de balance énergétique. Si je mange plus que ce que mon organisme a besoin, je vais prendre du poids, tout simplement, que je jeûne ou que je ne jeûne pas. C'est aussi simple que ça. Donc non, c'est pas le simple fait de ne pas manger pendant 16 heures qui nous fera maigrir. Absolument pas. Alors, dans votre programme, vous distinguez donc les deux possibilités, les deux horaires. Exactement, c'est ceux qui sont le plus répandus et c'est selon moi les plus efficaces, pas nécessairement en termes, physiologiques, mais tout simplement parce que c'est ce qui va réussir à nous détacher davantage de la nourriture, de devoir manger, etc., de nos pulsions alimentaires. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant et on va pouvoir profiter de tous les avantages du jeûne intermittent. Donc le fait soit de débuter son premier repas à midi, ou bien de le débuter à 16 heures. Et donc le fait de jeûner jusqu'à midi ou jusqu'à 16 heures, ça va vraiment créer un détachement. Et c'est grâce à ce détachement-là qu'on va réussir à limiter les grignotages, à se recentrer sur ces sensations de faim, faire la distinction entre est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie de manger, et de pouvoir réapprécier les repas que l'on prendra lorsqu'on aura la rupture du jeûne. Est-ce qu'on peut décaler d'une heure ou avancer d'une heure ou alors il faut se tenir vraiment à ce que vous dites? Non. Ouais. Après, si je fais... il faut qu'il y ait 16 heures. Donc si je prends mon repas au lieu de midi à 11 heures, du coup, il faut que je redécale aussi de l'autre côté. Parce que sinon, j'aurai que 15 heures de jeûne. Mais non, c'est tout à fait possible, bien sûr. Il y a un dicton qui dit « qui dort dîne ». Oh, ça c'était mon père qui me le disait, ça. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de supprimer le dîner en fait et d'aller au lit le ventre pas vide, mais rien n'est figé. Ça veut dire que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de le faire. J'ai envie de dire l'inconvénient ou du moins le manque à gagner, c'est que on va dormir. Du coup,
dans la journée, on aura peut-être tendance, parce qu'on pourra manger le matin. Si on s'arrête de manger à 16h, on peut remanger vers 8h. Donc on aura peut-être tendance dans la journée à grignoter. Tandis que dans la journée, si on pratique le jeûne intermittent, il n'y a pas de grignotage. Parce que par définition, si je grignote, c'est plus jeûne intermittent. Donc le fait de se mettre en mode jeûne intermittent va nous conditionner à ne pas grignoter et à se recentrer sur soi-même, sur le fait de ne pas manger. Donc c'est tout à fait possible aussi de le faire la nuit, mais je trouve qu'il n'y aura pas ce détachement de la nourriture qui sera fait, et il n'y aura pas ce bénéfice, qui est franchement, selon moi, l'un des plus gros bénéfices du jeûne intermittent. Quel est l'intérêt donc pour l'organisme de passer en mode jeûne intermittent ? Alors, encore une fois, c'est si c'est bien fait. Si c'est mal fait, il n'y a aucun bienfait, au contraire, ça va être mauvais. Par contre, si c'est bien fait, il y a énormément de bienfaits, notamment confort digestif. Toutes les personnes qui vont pratiquer le jeûne intermittent, elles vont le dire. Je me sens moins ballonné parce que je suis pas en mode digestion. Je digère pas, mon organisme il est au repos. Donc il y a tout l'aspect digestion, pas de ballonnement, les selles elles sont plus régulières. J'ai pas d'inflammation, j'ai moins de remontée acide. On a ce premier bénéfice. Il y a des bénéfices aussi, les études elles ont montré au niveau des glycémies qui étaient plus stables, notamment aussi avec une amélioration du statut de l'hémoglobine glyquée. Donc c'est les glycémies qu'on a sur 3 mois. Donc c'est pas mal parce que ça fait un certain historique. Pourquoi ? Parce que si on jeûne dans la journée, la glycémie elle va naturellement se réguler et du coup, bien évidemment, si c'est bien fait, durant les 8 heures, si je mange bien, ça se régule également. Et donc, on a une amélioration au niveau des glycémies. Il y a aussi une amélioration au niveau de l'équilibre de la leptine et de la gréline. Ces 2 hormones qui sont responsables de la sensation de faim et de satiété. Et lorsqu'on a tendance à trop manger ou manger en trop grande quantité des produits gras ou des produits industriels où il y a beaucoup d'additifs, on va avoir ces 2 hormones-là qui sont un petit peu déséquilibrées et du coup, hormonalement parlant, c'est plus difficile de ressentir la faim ou de ressentir l'effet de satiété, l'effet de la sensation de ne pas avoir faim. Et du coup, pratiquer le jeûne intermittent va réguler ces 2 hormones et du coup, va réguler notre sensation de faim et donc va faire en sorte que lorsque je vais manger, je serai davantage rassasié et j'aurai moins faim. Et donc, ça limite le grignotage. Et ça, c'est excellent. Alors, je voudrais, sans trahir un secret, je veux dire que vous auriez été aperçu dans un kebab récemment. Ah bon ? Ouais. Ah, c'était pas récemment, c'était le week-end dernier en plus. Oui, c'est très récent et vous avez été aperçu donc avec trois kebabs. Bah donc, oui. Non, 3 parce qu'on était plusieurs. Mais ça, c'est important aussi de le souligner. C'est que c'était quoi ? C'était ce qu'on appelle le cheat meal. Le cheat meal, c'est le repas où on se fait, enfin pas le repas où on se fait plaisir, parce que ça voudrait dire que dans la semaine je me fais pas plaisir. Non, c'est le repas où on peut manger un petit peu entre guillemets en excès ou des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Et après, faut choisir des aliments de bonne qualité. Celui où je suis allé, c'était un Turc qui fait artisanal, le pain, la viande, les frites, et c'est tout à fait possible de manger entre guillemets en se faisant plaisir une fois dans la semaine, bien évidemment. Faut pas. Il s'appelle comment tant qu'on y est, maintenant que vous avez dit qu'il faisait le pain, la viande et. Il s'appelle Doi Doi. Doi Doi. Doi Doi. Garantie. Ouais. Et puis c'est important de se faire plaisir. Faut pas se dire non, je mange sain, donc je peux manger que des carottes. Non, bien évidemment. On peut manger des kebabs, on peut manger des couscous, on peut manger tout. Alors, la formule que vous proposez sur 30 jours, combien de temps dure finalement ce jeûne intermittent ? Est-ce qu'il faut le faire 30 jours ou est-ce que quelque chose qu'il faut maintenir à l'année ? Alors ça, c'est une excellente question et je pense que beaucoup de personnes ont ce problème de compréhension. Le jeûne intermittent, il y a 2 possibilités. Soit le jeûne intermittent, on le fait pour pouvoir perdre du poids parce qu'on a essayé plein de techniques, qu'on n'arrive pas et qu'au final on se retrouve dans le jeûne intermittent et qu'on arrive à se détacher, un petit peu comme une sorte de détox. Je mets des gros guillemets, mais une sorte de détox, voilà, je suis addict au téléphone, et ben le téléphone, je vais mettre une application qui va me réguler, etc. Après, on n'a plus besoin de cette application qui nous régule. D'ailleurs, moi j'avais mis une application sur Instagram parce que j'ouvrais trop Instagram et ça me régulait. Et maintenant, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin parce que je me suis régulé. Donc le jeûne intermittent, soit on le voit comme une manière de se réguler et de se réconcilier avec son corps et ses sensations, parce que, qu'on se le dise très clairement, la majorité des personnes en France, ou même dans les autres pays industriels, n'ont plus la sensation de faim et la sensation de satiété. Ils vont dire, bah voilà, je mange parce qu'il est midi, je mange parce qu'il est 13h. C'est difficilement identifiable. Le jeûne intermittent, ça nous permet de se réconcilier avec son corps, ses sensations. Donc, la première possibilité, c'est la personne utilise la puissance du jeûne intermittent pour maigrir, donc en 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps dont elle a besoin. Et ensuite, elle se dit, bah écoutez,
Moi, le jeûne intermittent, c'était parfait. J'ai perdu mon poids. Je me suis réconcilié avec moi-même. Et maintenant, je vais revenir à une alimentation traditionnelle. Et donc là, il faudra faire une petite phase de stabilisation pour pouvoir se réadapter à l'alimentation traditionnelle. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et dire, voilà, je fais le jeûne intermittent et maintenant je remange normalement. Il faut qu'il y ait une phase de stabilisation. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Ou bien, la personne, elle se dit, bah écoute, moi le jeûne intermittent, c'est une révolution pour moi. Je me sens super bien, je suis super bien. Je maîtrise aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de carence. Parce que c'est pas le fait de dire je saute un repas. Non, il ne faut pas qu'il y ait de carence. Et la personne, elle se dit, bah écoute, moi, ça me convient parfaitement. Ça convient avec mon rythme de vie. J'ai encore plus d'énergie qu'avant. Mes constantes sont bonnes aussi. Lorsque j'ai fait mes prises de sang, j'en ai parlé avec mon médecin, c'était parfait. Et ben dans ce cas-là, je continue. Mais si je continue pas dans une optique de perte de poids. Je continue dans une optique de stabilisation. Et donc, il y a ces deux possibilités-là. Alors, pour quelqu'un qui a 5 kilos à perdre ou 10 kilos à perdre, c'est pour ça que je reviens sur la durée. Ouais. Les résultats ne sont pas les mêmes. Non. Et bien évidemment, c'est ce que j'explique aussi dans le programme, c'est que quelqu'un qui a 5 kilos à perdre, ou quelqu'un qui en a 10, il ne va pas les perdre de la même manière. Il n'a pas le même rapport à l'alimentation et ça ne prendra pas le même temps à perdre. Donc, on peut très bien le suivre, et c'est ce que j'explique dedans, sur 30 jours, sur 60 jours ou sur 90 jours. Le temps de perdre le poids que l'on a à perdre. Et il faut être, j'ai envie de dire, attentif à ses besoins, à ses objectifs. C'est comme s'il y a une personne, bah écoutez, moi je vais me préparer pour courir 1 km. Et la personne qui me dit, bah moi je vais me préparer pour courir un marathon. Bah, la durée de la préparation ne sera pas la même. Donc voilà, on adapte la durée oui, absolument. De la formule en fonction des objectifs et du poids qu'on a à perdre. Exactement. En fonction de l'objectif, je ne vais pas pratiquer le jeûne intermittent avec un déficit calorique si j'ai, entre guillemets, seulement 3 kilos à perdre. Par contre, si j'en ai 10, c'est peut-être intéressant de durer sur 3 mois. Walid, alias Kevlardier, était avec nous. Donc, je rappelle que vous lancez votre nouveau programme qui s'appelle Maigrir grâce au jeûne intermittent en 30 jours. Quels sont les prérequis ? Est-ce que tout le monde peut se lancer dans un jeûne intermittent ou il y a quand même certaines précautions à prendre ? Alors, ça va être comme pour toute chose. À partir du moment où on va changer son alimentation, le mieux, surtout lorsqu'on a une pathologie, c'est d'en parler avec son médecin. Une personne qui va être diabétique de type 1 ou de type 2, une personne qui est atteinte de SOPK, pareil, il faut en parler avec l'endocrinologue. SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est les femmes, parce que nous on n'a pas d'ovaires, jusqu'à la preuve du contraire. Je n'ai pas vu venir celle-là. Donc je vous confirme qu'en 2023, là pour l'instant, non, ouais, vous êtes dans le vrai. On parlait avec l'endocrinologue, si on a de l'hypertension, enfin, à partir du moment où on a une pathologie ou qu'on est dans une situation particulière, femme enceinte, femme allaitante, en parler avec le pédiatre, en parler avec la sage-femme, la consultante en lactation. À partir du moment où on est dans ce type de catégorie de personnes, on en discute avec le professionnel qui nous suit. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est diabétique, peut-être qu'il y a des médicaments, il y a des traitements qui vont nous créer des hypoglycémies. Peut-être qu'il y a des traitements qu'il faut prendre lorsque l'on a pris à manger. Donc il faut en parler avec le médecin. Ça, c'est super important. Première des choses, et je le répète toujours, mais c'est les mêmes conseils que lorsque quelqu'un veut débuter une perte de poids, au final. Une perte de poids ou mange n'importe quoi. Bah, peut-être qu'avant de manger plein de fast-food, peut-être que tu devrais en parler avec ton médecin. Peut-être que manger plein de fast-food, c'est pas bon pour ton hypertension, etc. Donc lorsqu'il y a une pathologie particulière, on en parle avec la personne, le professionnel de santé qui nous suit. Ça, c'est la première des choses. Si le professionnel de santé nous donne le feu vert, let's go, c'est parti. Et donc, on rentre dans la deuxième catégorie de personnes où là, il n'y a pas de contre-indication. Première des choses, c'est de tester. On part du principe que la personne, elle fait un jeûne intermittent, mais parfait. Bien, pas de carence, elle apporte tout à son organisme. De le tester, parce que le jeûne intermittent, plus qu'on va dire un simple mode d'alimentation, moi je dis pour le réussir, il faut vraiment se mettre dans ce détachement-là. Ok ? Et je vais me recentrer sur moi-même et je vais me dire d'accord. L'alimentation, c'est pas uniquement manger, etc. Parce que si je pratique le jeûne intermittent, mais que je mange n'importe quoi, des produits industriels, des produits raffinés, des produits transformés, en vrai, il n'y a pas réellement d'intérêt. Le but du jeûne intermittent, c'est de réussir à se détacher de la nourriture, se détacher je mets vraiment des gros guillemets, de ce système de consommation, de surconsommation, de pouvoir se recentrer sur soi-même et de prendre conscience que oui, pendant 16 heures, on peut ne pas manger. Et on ne meurt pas. Et on peut être en forme, et au final, peut-être qu'on est encore plus en forme, et de se questionner, de se dire, en fait, peut-être que tout le reste de l'année, peut-être que je mange trop. Peut-être que mon corps, il n'a pas besoin d'autant manger. Peut-être que lorsque je grignote dans la journée, parce que dans la majorité des cas, la majorité des personnes que moi j'ai suivies, le gros problème, et même les athlètes de haut niveau, c'est le grignotage. C'est la prise anarchique d'aliments.
et bah hop, des petits chips, hop, des petits gâteaux, des petits machins. Et en fait, ces petits grignotages-là, grâce au jeûne intermittent, on va réussir à s'en débarrasser. Donc, il faut se mettre dans cette optique-là. C'est pas simplement j'arrête de manger. Il faut déjà avoir cette démarche-là. Et n'importe qui, à partir du moment où elle a cette démarche de se réconcilier avec l'alimentation, se réconcilier avec son corps et de se recentrer sur soi-même, n'importe qui peut le pratiquer, bien évidemment. Alors, c'est la méthode Kevlar Diet qui est adaptée au jeûne intermittent. Ouais, on retrouve les grands basiques de votre méthode, sauf que cette fois-ci, il y a 4 phases. Oui, il y a 4 phases et c'est les grands principes et c'est les principes qui, j'ai envie de dire, fonctionnent pour une bonne perte de poids. La première des phases, c'est de, tout simplement, comme je le dis toujours, se réconcilier avec son corps et on ne construit pas une maison sur des marécages. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on a Il y a des pilotis, oui. Ouais, il faut les construire, les pilotis. Il faut prendre le temps de les construire. Ou bien on enlève le sable mouvant. Les marécages, on les enlève. Et là, c'est la même chose. Avant de débuter une perte de poids, il faut avoir des bases saines. Donc redonner à son organisme, manger de manière équilibrée pour que l'organisme se dise « Ok, on me donne ce dont j'ai besoin, mon corps maintenant va fonctionner normalement, je rétablis mes constantes, j'arrête de produire de l'insuline à gogo parce qu'on parle dans le cas où la personne n'est pas diabétique, n'a pas de pathologie. J'arrête de faire n'importe quoi, c'est bon, j'ai une base saine. » Donc ça, c'est la première phase. La phase qu'on appelle le reverse diet, de bien manger. Quand je dis bien manger, c'est par rapport à nos apports, pour avoir une base saine et pouvoir débuter notre perte de poids. Alors vous dites que c'est la phase la plus importante, mais c'est une phase où, attention, il n'est pas exclu qu'on puisse prendre un peu de poids. Ah, exactement, ça c'est une excellente remarque. C'est la phase la plus importante, c'est comme si on disait à un sprinter, tu vas courir, mais tu t'échauffes pas. L'échauffement, même si on le voit pas, l'échauffement ou qu'on fait des petits mouvements, c'est primordial, c'est super important pour réussir une course. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on démarre pas dans le... Non, on démarre pas à froid. Voilà, c'est ça. On démarre jamais à froid. Démarrer à froid, c'est bien. Parce qu'on va avoir des résultats rapides. Un peu comme un coureur, il va courir le marathon, oh, il est à froid, il gagne. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va avoir mal, il va avoir des claquages, etc. Et là, c'est la même chose dans une perte de poids. Je démarre à froid. Ok, je vais perdre du poids rapidement. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après? Craquage, claquage, ce qu'on veut. Et c'est pas exclu de prendre du poids. Pourquoi? Et c'est là où, j'ai envie de dire, c'était très intéressant de la faire. Si je prends du poids, lorsque je donne à mon organisme ce dont il a besoin, c'est que mon organisme, mon métabolisme était déréglé. L'exemple que je vais vous donner, il est très simple, il est très parlant. Je vais prendre un verre d'eau qui fait 300 millilitres. Dedans, je vais mettre 300 millilitres d'eau. Normalement, ça déborde pas, c'est pile poil. Mais si ça déborde, peut-être que le verre il est percé, peut-être qu'il est fissuré. Là, c'est la même chose avec l'organisme. Si je donne à mon organisme exactement ce dont il a besoin, mais qu'il prend du poids, c'est qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler ce problème-là. Comment est-ce qu'on fait pour le régler? En lui continuant de lui donner ce dont il a besoin pour qu'il comprenne qu'il n'a plus besoin de stocker en excès et qu'il peut stabiliser son poids. Et donc, la personne qui va suivre cette phase-là, normalement, ça dure 1 à 2 semaines. Après, si on a plus de poids à perdre, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. Arrive un moment, le poids se stabilise. Alors, comment les gens le savent? Comment, justement, la durée qu'il faut adapter C'est à partir du moment où le poids se stabilise. À partir du moment où on arrête de prendre du poids et qu'on commence un petit peu à en perdre, c'est là où on sait que là, on est bien chaud, on a fait le bon échauffement et on peut débuter la perte de poids. Bien. Ensuite, le niveau 2. Le niveau 2, ça va être tout simplement une descente progressive. Encore une fois, c'est une montée en température, c'est une montée en intensité. On démarre pas à froid, on fait pas de variation brutale. On diminue progressivement, le temps en plus que le corps s'habitue à ce nouveau jeûne intermittent et ce nouveau type d'alimentation. Pareil, ça dure entre 1 semaine et 3 semaines en fonction du poids qu'on a à perdre. Parce que, je le répète, une personne qui a 15 ou 20 kilos à perdre ne va pas suivre sur la même durée qu'une personne qui a seulement 3 ou 5 kilos à perdre. Donc là, c'est la phase 2. Ensuite, la phase 3, c'est le moment où là, on va... Alors, je dis parce que pour l'international et tous ceux qui nous écoutent un petit peu partout à l'international, c'est ce que vous appelez le next level. Yes, of course, my friend. Non, parce que c'est vrai que votre formation est traduite en plusieurs langues. C'est important de voir que ce sont des concepts qu'on peut exporter. Troisième étape, c'est le moment où là, on va vraiment descendre et ça va être le moment où on va taper le plus dans les graisses. Après, la perte de poids en fonction des personnes peut se faire au début du programme, au milieu du programme, à la fin du programme. Parce que chaque personne est différente et chaque métabolisme est différent. Mais cette phase-là, elle est très intéressante parce que c'est là où on va vraiment créer un déficit calorique qui est le plus bas. On va vraiment créer le déficit calorique le plus Alors de combien? Pour expliquer pourquoi c'est ça qui fait perdre le poids. C'est ce que vous appelez, vous, le déficit calorique. Alors, expliquez à tout le monde. Le déficit calorique, c'est le fait de manger moins par rapport à nos besoins. Exemple, mes besoins sont de 2000 calories.
Dans la journée, je brûle 2000 calories. Et au lieu de manger 2000 calories, je vais en manger 1800. Donc là, je fais un déficit calorique de 200 calories. C'est ça un déficit calorique, tout simplement. Et il faut qu'il soit progressif. Ça veut dire que... Donc là, on est sur du 10% dans la phase 2 oui, là seulement, on est sur la troisième... Non, dans la troisième phase, on est sur du moins... en fonction des hommes, on est à peu près sur du moins 20, moins 25%. Donc c'est assez costaud, mais il est bien fait parce qu'on n'a pas de carence. Et ça, je le dis toujours, lorsque on n'est pas accompagné, lorsqu'on n'a pas la bonne méthode ou on n'a pas les connaissances en nutrition, faut pas faire de déficit calorique qui soit supérieur à moins 20%. Parce qu'en général, on développe des carences, on est fatigué et on le fait pas bien. Par contre, quand on a la bonne méthode, là oui, bien évidemment, on peut. Et donc c'est ce moment-là, toutes ces phases-là précédentes, elles sont faites pour apporter le déficit calorique parfait. Un petit peu comme toutes les séances d'entraînement d'Usain Bolt, elles l'ont préparé à faire la finale des Jeux Olympiques de sprint. Toutes ces années-là d'entraînement l'ont conduit à ça. Alors, donc, sur la phase 2, vous êtes avec un déficit calorique de combien? On est sur du moins 10. Moins 10. Ouais. Et donc, en phase 3, on est sur du moins 20. Exactement. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de quel est leur métabolisme de base, comment est-ce qu'on le calcule? Alors, on peut le calculer sur Internet. On tape, métabolisme de base, on rentre ces données. C'est très facile. En général, on est à peu près à 1004, 1007. C'est très facilement calculable. Vraiment très, très, très facilement. Mais en vrai de vrai, l'avantage de ce programme-là, c'est que la personne, elle n'a pas besoin de le calculer. Parce que c'est comme si je vous dis, vous avez... J'ai regardé les commentaires parce que j'ai suivi le programme et les gens disent ouais, moi je suis à 1821. Non, je dis les gars, ils sont pointus parce que alors là, ouais. En fait, le problème, c'est que bien souvent les gens confondent deux choses, le métabolisme de base et le métabolisme tout court. Le métabolisme de base, on le répète, c'est la belle au bois dormant qui est dans son lit, qui ne bouge pas, qui dort comme ça, on l'avait fait pour les auditeurs qui nous regardent, et ça, c'est ce que notre corps dépense à ne rien faire. C'est entre guillemets le loyer. Voilà, le loyer, quoi qu'on fasse dans la maison, le loyer, ce sera tant. C'est ce que notre corps nous demande. Donc, il y a à peu près de 1004, 1007. Et après, à cela, on ajoute les dépenses que l'on a liées aux activités de la journée. Parler, marcher, courir, monter les escaliers. Et donc, le métabolisme de base, il est de 1400 à 1700. Et on ajoute après à cela les activités de la journée. Et donc, on crée un déficit calorique sur le métabolisme de base, plus les activités de la journée. Et donc, on est à peu près autour de 2000 calories. Mais le métabolisme de base, c'est très facilement calculable. Sur Internet, on le tape, on le trouve très facilement. Bien. Et donc, comment s'appelle cette phase? C'est le Perfect Caloric Balance. D'accord. Pareil, elle dure combien? Entre 1 et 3 semaines. Je l'explique bien évidemment pour la personne qui va suivre ce programme-là. Comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il faut le faire durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Tout va dépendre encore une fois du poids que l'on a à perdre, mais aussi des sensations. Si on se sent bien et qu'on voit qu'on continue à perdre, même si on n'avait pas énormément de poids à perdre, on se dit finalement je me sens bien, on peut la durer 3 semaines, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on se dit au final, moi je l'ai fait 1 semaine et ça me convient, et on le garde 1 semaine tout simplement. Il y a le programme jour par jour, d'ailleurs. Oui. Voilà. Avec des fiches, avec tous les menus. Ouais. Tous les menus, ce que je dois manger, comme ça je me casse pas la tête. Alors, 4e étape de la méthode. C'est la stabilisation. Parce que c'est bien beau de perdre du poids, oui, mais en vrai de vrai, on va pas garder ce rythme d'alimentation toute notre vie. Faudra bien à un moment manger normalement, entre guillemets, revenir à une alimentation traditionnelle. Et donc là, on a la phase de stabilisation pour que la personne qui pratiquait le jeûne intermittent puisse stabiliser son poids tout en pratiquant le jeûne intermittent. Et donc, à la fin de cette phase-là, elle aura perdu son poids, elle aura stabilisé son poids, et donc là, elle aura 2 choix. Soit elle continue le jeûne intermittent, parce que ça lui convient, mais pas forcément pour perdre du poids, juste parce que c'est son nouveau mode de vie, elle se sent bien, je suis bien dedans, ou bien elle pourra revenir à une alimentation traditionnelle pour tout simplement remanger normalement. Donc, j'ai perdu mon poids grâce au jeûne intermittent, j'ai stabilisé mon poids, j'ai 2 possibilités. Soit je continue le jeûne intermittent avec un nouveau lifestyle, soit je reviens à une alimentation traditionnelle. Et beaucoup de choses se jouent à ce niveau. La stabilisation. Exactement. Et c'est là qu'on a besoin d'un coach parce que effectivement, parfois quand on a atteint ces objectifs, on a tendance à se laisser tenter en disant de toute façon j'ai perdu du poids, donc, voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on repart dans l'engrenage. Alors, on parle du jeûne intermittent. Vous êtes d'abord très nombreux à vous êtes mis au jeûne intermittent et on en parle ce matin avec Walid alias Kevlar Diète, qui est nutritionniste et qui vient de lancer sa formation Maigrir grâce au jeûne intermittent en 30 jours. On est en train de parler un petit peu de la méthode en quatre phases.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le jeûne intermittent et qui savent pas déjà, s'ils vont pouvoir tenir sur la durée, si c'est adapté à eux, et deux, si c'est efficace, finalement. Absolument. Pour la première interrogation, est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Ou est-ce que je fais la méthode classique, en fait, pas jeûne intermittent? Le souci, entre guillemets, du jeûne intermittent, c'est que c'est très puissant, ça fonctionne énormément, mais il faut que ça soit bien fait. Et pour que ça soit bien fait, ça demande des connaissances, ça demande un certain savoir en nutrition. On peut pas s'improviser et dire voilà, je fais le jeûne intermittent et espérer que tout se passe bien si on fait n'importe quoi. Ça veut dire que autant c'est très puissant si on le fait très bien, autant c'est très puissant si on le fait mal aussi. Donc la meilleure manière de savoir si le jeûne intermittent est adapté à nous, c'est de tester. Mais c'est de tester en étant accompagné. Parce que si on teste sans être accompagné, il y a peu de chances que cela fonctionne. C'est comme si on va dans la forêt, nous deux, et on fait une course d'orientation. Mais je vous donne pas de carte, pas de boussole. Il y a peu de chances que vous allez arriver à trouver le trésor. Pourtant, vous allez marcher, vous n'allez pas rester sur place. Il y a peu de chances. Et vous allez dire, oh là là, c'était nul, franchement, cette chasse au trésor, moi je refais plus. En plus, ça m'a fatigué. Là, c'est la même chose. Si je veux faire le jeûne intermittent, mais que je sais pas forcément quoi faire, je vais faire des efforts, mais ça va pas fonctionner. Du coup, on va être dégoûté de ça et ça nous conviendra pas. Par contre, si on est bien accompagné, on sait ce qu'il faut faire et qu'on teste, c'est la meilleure manière de savoir. Bon, alors quelle est la clé d'un jeûne intermittent réussi? Alors, c'est de tout simplement déjà se mettre dans l'optique de je revois ma manière de manger. Déjà, c'est la première des choses. C'est pas comme si je prends des pilules miracles, c'est le jeûne intermittent qui va me faire maigrir tout seul. Non, je m'investis dans ça. Je m'investis dans le jeûne intermittent, je m'investis aussi dans les courses que je vais faire, je vais refaire complètement mes placards, je mange des aliments sains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour un jeûne intermittent réussi, c'est d'être à l'écoute de ses sensations. Ça veut dire que pour les personnes qui vont manger leur premier repas à 16h, je vais pas manger un gros repas à 16h pour manger un deuxième gros repas à 20h. Alors c'est ce que vous appelez donc le repas de la rupture du jeûne intermittent. Exactement. Je vais pas manger parce que concrètement, je vais faire un repas à 16h. Ok, d'accord. Mais j'aurai pas faim à 20h. Je vais pas me gaver, ce sera encore dans mon tube digestif. Alors en quoi elle consiste votre rupture du jeûne intermittent? C'est de rompre, de donner à l'organisme le signal de dire c'est bon. Le jeûne intermittent, il se finit, et donc repasser en mode, entre guillemets, anabolisme, donc reconstruction, et donc apporter des protéines qui soient facilement digérables par l'organisme, de qualité, apporter des vitamines, des minéraux, avec des légumes, avec des fruits, et puis apporter une petite source d'énergie avec des féculents, mais qui soient facilement digérables, pas des choses pleines de graisse ou frits ou même industrielles. Donc c'est quelque chose de assez léger, c'est une petite rupture, une sorte de collation, pour dire, ok, il y a des protéines qui rentrent, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a un petit peu de glucides, c'est bon. Le jeûne intermittent, c'est fini et l'organisme peut commencer à retravailler. C'est comme si on le réveillait en douceur. Alors si je fais un sandwich thon crudité, ça marche ou pas? Parce que j'ai des féculents, j'ai des légumes, j'ai des fibres et j'ai le thon. Ça peut être intéressant, ça va dépendre de la quantité du pain que l'on va prendre et ça va dépendre de la qualité du pain que l'on va prendre. Mais si par exemple on prend de la tradition, on prend admettons un tiers de baguette, on prend du thon, on prend à peu près 100 grammes, en source de gras, on va éviter de badigeonner trop d'huile de mayonnaise ou autre, on peut prendre une huile d'olive ou une huile de colza, on met 10 grammes et on met des crudités que l'on sait que l'on digère facilement. Parce qu'il y a certaines personnes par exemple qui digèrent mal les tomates. Donc je vais pas prendre pour la rupture des tomates alors que je sais que je digère mal. Donc si je sais que je digère bien ces crudités là, let's go, c'est très bien. Et on fait soi-même, hein. On va pas à la boulangerie acheter à la boulangerie, le poulet maillot. Parce que si on regarde à la boulangerie, je sais pas si vous avez déjà fait le test, vous ouvrez le pain, regardez la quantité de mayonnaise qu'il y a. La mayonnaise, qu'est-ce que c'est? De l'huile de colza et des jaunes d'œufs. Et on regarde la quantité qu'il y a de mayonnaise, c'est une bombe calorique. En plus, c'est de la mayonnaise industrielle, alors là, c'est le pire. Donc, il faut 3 apports. Donc, il faut les fibres, les protéines, les glucides. Et donc non, ça fait 4. Ça fait protéines, glucides, lipides et des fibres. Et puis après les vitamines et minéraux, mais c'est apporté automatiquement par les légumes. Donc il y a pas de. D'accord. Donc ça c'est à la rupture. À la rupture, exactement. Et on refait donc un repas après. À 20h. Donc un entre guillemets vrai repas traditionnel, en fonction de dans quel type de phase est-ce qu'on est, les quantités vont changer, mais encore une fois, une source de protéines, de la viande, du poisson, des œufs, du tofu, ce que l'on veut, une source de glucides, donc ça va être des féculents
de bonne qualité, on peut prendre des pâtes complètes, on peut prendre du riz complet, on peut prendre des lentilles, on peut prendre des haricots rouges. Encore une fois, quelque chose qu'on arrive à digérer facilement. Si on sait que les haricots rouges ou les lentilles, ça passe pas, on va pas se forcer à en consommer. Une source de fibres avec des légumes, soit crus, soit cuits, pour avoir les fibres et pour avoir pour tamponner la charge glycémique. On peut prendre un produit laitier si on les digère bien aussi, pour avoir un apport en protéines, en vitamine D et en calcium. Je le précise, les produits laitiers, ça sert à rien de les prendre light. Si on les prend light, 0%, parce qu'on n'aura pas de vitamine D. Donc c'est pas intéressant. On veut de la vitamine D dedans. Donc ça, on a notre source de produits laitiers. Et après, donc ça nous fait notre repas. Et si, en fonction de nos besoins, admettons, vous n'aurez pas les mêmes besoins qu'une personne qui fait 1m60 ou autre, et ben là, dans le soir, on peut prendre une collation nocturne. Et cette collation nocturne-là, elle sera principalement composée de protéines. Et donc Et ça, c'est le dernier repas. C'est le dernier repas qu'on fait, voilà. Exactement. Et là, on voit qu'on a apporté tout ce dont on avait besoin dans la plage horaire de 8 heures. On n'a pas fait d'excès. On a bien mangé des aliments sains parce qu'on a pris le temps de les préparer. Et c'est parfait. Donc, on le dit toujours, la guerre se gagne dans les plans et la base d'un jeûne intermittent réussi, c'est l'organisation. C'est l'organisation parce que concrètement, si on est désorganisé, si on est pris au dépourvu, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, j'ai pas le temps. En plus, il faut que je mange. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Hop, je vais aller à la boulangerie, je vais prendre un thon crudité, mais ça va pas être la même chose que si moi je le prépare. Ou je vais commander sur Internet, ou je vais aller manger dehors, ou je vais prendre un plat préparé. La qualité sera pas bonne, les nutriments ne seront pas bons, la quantité de calories ne sera pas bonne. Comme vous dites, la guerre se gagne dans les plans. Et c'est pour ça que même dans le programme, moi, je mets la liste des courses pour les menus. Ça veut dire que si je fais mes courses en avance, dans mes placards, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc je ne serai pas tenté de manger n'importe quoi. Tout simplement. C'est une question d'organisation. On peut avoir le meilleur des plans, le meilleur des suivis, le meilleur des menus, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas cette organisation-là, il ne se passera rien du tout. Donc là, c'est pour ceux qui sont dans les horaires 16, minuit, et puis il y a les autres. Hein. Il y a les autres, donc c'est midi, 20h. Donc là, pour le repas du midi, on peut manger un repas qui est assez léger. Un repas, j'ai envie de dire assez léger, assez facile à digérer pour pas qu'il y ait pas d'inconfort digestif. Il va être composé, encore une fois, d'une source de protéines, source de glucides, des fibres. On peut mettre un produit laitier. On peut mettre une petite collation à 16h. Donc encore une fois, composé majoritairement de protéines. Et le soir, un repas plus léger où là, on peut diminuer la quantité des glucides. Et on est très bien sur ce type-là. Et donc, on arrête de manger à 20h, ce qui fait qu'on aura notre jeûne de 20h jusqu'à midi le lendemain. Moi, je trouve que c'est plus intéressant le minuit 16h, parce qu'on n'a pas le fait qu'on mange, il n'y a pas le repas du midi. Et le repas du midi, si on travaille en entreprise ou autre, il est super important parce que bien souvent, on n'a que 1 heure. On est dans le speed, on avale un sandwich, on mange très rapidement. Et là, on a du temps pour soi. Je peux avoir du temps pour marcher, pour faire du sport, pour lire un livre, pour, récupérer mes enfants. Même juste prendre du temps pour moi, tout simplement. C'est vrai que le midi, on mange mal. On mange sur le pouce. On mange mal et vite. On mange sauf ceux qui ont des gamelles. Sauf ceux qui ont des gamelles. Et puis après, il y a autre chose aussi. Moi, pour l'avoir vécu, on va manger dans la salle de pause. On va voir la tronche des collègues qu'on ne veut pas forcément voir. Et ça joue sur la digestion, ça joue sur le stress. Et ça, c'est quelque chose de c'est là aussi, il y a tous les potins, les ragots, les personnes toxiques, les informations toxiques. Et ça, c'est super, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est trop négligé. Mais ça, c'est très, très, très impactant sur notre manière de manger, sur notre prise de poids, sur les hormones de stress qui sont produites. Et c'est aussi très intéressant de ne pas manger à midi et de pouvoir sortir de son lieu de travail pour avoir cette coupure. Il y a des personnes des fois qui travaillent de 9h jusqu'à 17h ou 18h et qui de 9h à 18h sont sur leur lieu de travail et n'en sortent pas. C'est très stressant, c'est très oppressant pour certaines personnes. Et du coup, le fait d'avoir cette coupure-là, on sort complètement de ce cadre-là et c'est génial parce qu'on prend du temps. On a 1 heure pleine pour faire ce que l'on veut. On peut marcher, on peut lire un livre, on peut ce qu'on veut. Surtout quand il fait beau, marcher 1 heure au soleil, c'est génial. Génial. Ouais. Moi, je kiffais partir me balader au jardin du Luxembourg. C'est génial, je kiffe. C'est top. Et ça fait la différence. Vraiment, faut l'essayer. C'est génial. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on boit finalement ? On peut boire tout ce qui est non calorique. Donc on peut boire de l'eau, on peut boire de l'eau gazeuse, on peut boire du thé, on peut boire du café. Après, attention au café à ne pas mettre de sucre dedans. Sinon, on n'est plus dans le jeûne intermittent. Parce que pendant un jeûne intermittent, il faut rester bien hydraté. Hein. Ça, oui. Ça, il y a des personnes qui pratiquent. Moi, je suis pas fan. C'est pas forcément fan. Non, je suis pas fan des jeûnes hydriques. Je suis pas fan du tout. Je conseille pas. Ça peut être dangereux. Donc l'hydratation, elle est super importante et en plus c'est l'hydratation qui va venir drainer tous les déchets métaboliques que l'on va fabriquer durant la journée. Donc c'est très 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 important l'hydratation.
eau gazeuse. L'eau gazeuse, c'est complètement différent des sodas. Les sodas, c'est très acide. L'eau gazeuse, c'est complètement différent. Café, thé, maté, tout ça, on peut les prendre. Maté, oui. C'est entre guillemets le cousin du thé. Je vous vois comme ça. Non, je maté, ouais, très très bien. Ouais, non, c'est une excellente boisson. Ça apporte de la caféine sur le long terme, un petit peu comme la théine. Et il y en a qui en prêtent d'autres vertus aussi, comme effet coupe-faim, etc. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que c'est un petit peu placebo, mais c'est génial pour rester hydraté. Bien, comment vous gérez la phase de stabilisation ? Alors la phase de stabilisation, ça va être la même chose que la phase, de descente. Donc il faut que ça soit progressif. On remonte progressivement, on réaugmente les quantités progressivement pour que le corps se dise « Ok, j'ai perdu mon poids, maintenant j'étais en déficit calorique, maintenant on va revenir à la normale. » Et donc c'est un petit peu comme on faisait l'échauffement avant de courir, et bien là c'est un peu le retour au calme. Là c'est la même chose, on va simplement réaugmenter progressivement les quantités, donc sur 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines en fonction du poids qu'on a à perdre. Et donc là notre corps va se dire « Ok, je remangeais normalement, je sais gérer les quantités, j'ai pas besoin de prendre du poids en excès, et donc là je me stabilise. » L'exemple que je peux donner, c'est un petit peu comme si j'étais dans une pièce et qu'il y avait un facteur qui venait et qui me donnait plein de colis. S'il me balance tout d'un coup, la pièce ça va être en désordre, je vais pas pouvoir tout ranger. Alors que s'il me met progressivement, tac, et même s'il augmente le rythme un petit peu plus rapidement, mais progressivement, je vais pouvoir tout ranger parce que je vais pouvoir m'adapter. Là le corps c'est la même chose, je lui donne des calories progressivement et il apprend à les gérer. Bien, alors ça vient de sortir les nouvelles formules pour ceux qui veulent profiter de ces quelques beaux jours pour perdre du poids. Donc votre programme Maigrir grâce au jeûne intermittent en 30 jours, on vous retrouve où ? Alors sur internet, tout est Kevlar Diet, sur internet, sur Instagram ainsi que sur la page YouTube. Je tiens à préciser aussi pour les personnes qui souhaitent débuter ce programme-là qu'il y a toujours la possibilité de poser les questions directement dans leur espace membre. Ça veut dire que s'il y a une question, voilà, comment est-ce que je fais pour ça, j'ai pas bien compris, hop, elles peuvent me poser la question et moi j'y répondrai directement dans l'espace membre. Donc elles sont pas toutes seules, elles sont accompagnées, donc c'est top. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous pouvez justement retrouver aussi également cette émission sur toutes les plateformes de programmes aujourd'hui, comme tous les programmes de Beurre FM. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de Kevlar. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.